C'est même pas sûr qu'il survive à la fin du combat, quoi. Après, c'est The Revenant, il a pris beaucoup plus cher. Voilà, le mec il s'est fait un ours quand même, donc et il a réussi à survivre. Donc je me dis qu'une petite coupure à la jambe, ça va pas lui faire grand mal. Salut, c'est Michael Ilouz et voici mon breakdown. Là, il y a un petit truc qui me dérange. Dash, le méchant agent face à Jason Bourne, qui est quand même censé être quelqu'un qui a un niveau de formation assez élevé, puisque c'est un atout, c'est-à-dire c'est un agent spécialisé dans ce genre de truc, qui franchit les angles avec le bout du silencieux qui dépasse ici. Donc ça, par exemple, typiquement, c'est le genre de truc que quelqu'un comme ça ferait pas. Pour la simple et bonne raison que l'objectif pour lui, ce serait d'utiliser, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a encore en main, son arme. Et là, en fait, en franchissant un angle et en laissant dépasser le canon comme ça, sans ouvrir vraiment son angle, le risque, c'est qu'il se fasse attraper là, le pistolet et qu'il en vienne tout de suite à l'imbrication corps à corps, du coup que le pistolet lui serve plus à rien. Il aurait travaillé vraiment avec l'arme en compresse, il aurait fait attention, voilà. Il n'est pas très méfiant pour son niveau de compétence suggéré. Voilà, typiquement, voilà pourquoi il ne faut pas ouvrir l'angle. Il a tendu le bras dans l'entre-deux portes avec le réducteur et il s'est fait avoir directement. S'il avait pris un peu plus son temps, peut-être qu'il aurait pu tomber nez à nez avec lui avec 1 mètre d'intervalle et il aurait pu au moins lui mettre 1 ou 2 pruneaux avant de venir au corps à corps avec lui. Bon, là c'est intéressant. On reconnaît très clairement les styles sud-est asiates, hein. Donc Silat, Kali, tous les styles de combat du sud-est de l'Asie. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est des mouvements qui sont très courts, très proches. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Quelque chose d'aussi coordonné et propre, même pour des gens de leur niveau imaginé, hein, je parle, ça devient assez compliqué. Les temps d'arrêt sur des clés, plusieurs fois, ils ont des opportunités. En fait, ce qu'ils vont chercher à faire en priorité, c'est en finir le plus vite possible. Là, il y a un échange. Quand on se retrouve sur une situation comme ça, la personne ne va pas faire la violence avec l'autre, ils vont faire la violence l'un sur l'autre. Là, il prend le risque en faisant du grand end pound sur lui que l'autre se dégage, finalement se relève. Là, il lui fait une clé de poignet alors qu'il aurait mis un à-coup monstrueux, il aurait broyé le poignet. Au lieu d'arrêter la situation, comme s'il voulait le soumettre, en vrai, il ferait un mouvement, mais d'un coup. Il partait avec le poignet, le coude et probablement les rotateurs de l'épaule aussi, hein. Donc justement c'est l'intérêt, je comprends pas trop pourquoi il s'est arrêté sur ça, mais c'est le film. Il vient frapper ici, il met un coup avec le livre à la tête et il change le livre il fait sauter le livre dans sa main, donc ça c'est très visuel au cinéma, mais en vrai il le tenait déjà bien, pourquoi il fait ça? Okay. Pour ensuite lui mettre directement dans la gorge, donc ça par contre c'est très bonne technique. Le livre sur le pied, je suis pas sûr que ça fasse si mal que ça. À la hauteur à laquelle il était, parce qu'il était genou au sol, il aurait très bien pu lui mettre dans les parties génitales. Pareil, on sent quand même qu'il y a eu de bons conseillers dessus. Le fait de jeter tout ce qu'il a entre les mains avant de se saisir de quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il réfléchit à court terme, je ne pense pas qu'il ait vu le rasoir d'emblée quand il est tombé dans la salle de bain. Par contre, pour essayer de gagner du temps, il jette des trucs au visage, ce qui lui permet en fait de se replacer. Ça, c'est assez réaliste. Là, il y a quand même toute une phase de percussion-blocage, parce que c'est visuel pour le cinéma. Mais en vrai, très rapidement, on bascule dans quelque chose qui est proche de la motricité vraiment lourde. Donc, ce qui intéresse le mec, c'est vraiment d'empoigner l'autre, de le jeter contre le mur, de l'écrabouiller. Il ne pense pas aussi technique. Il le lâche quand l'autre s'évanouit. En vrai, un étouffement, s'il le faisait comme ça, il faudrait qu'il reste encore un petit moment parce que le mec pourrait déjà feinter l'évanouissement ou simplement avoir une espèce de relent. Souvent, ce qui se passe d'ailleurs, c'est qu'on part et d'un coup, on repart un peu. On est sonné encore, mais il est encore là, quoi. Donc, étant donné que c'est quelqu'un qui est venu quand même pour l'assassiner, une fois qu'il a fini l'étranglement, il ramasse quelque chose et il le finit ou alors il continue de l'étrangler jusqu'à ce qu'un bon 30 secondes après ça. Parce que l'autre peut très bien se réveiller et finir le boulot, quoi.
Les deux essayent d'avoir une espèce de stratégie de combat. En vrai, celui qui a un tomahawk, il n'aurait pas trop à se prendre la tête. Et ils arriveraient Enfin, c'est rare d'arriver au corps à corps dans ce genre de situation-là. C'est vraiment très escrime en temps normal parce que les deux auraient peur de se faire larder, quoi. Après, il faut tenir compte d'une chose, c'est que la polyvalence d'utilisation du couteau est plus importante puisqu'il peut avoir des mouvements de slash ou des stocks. Le tomahawk, il ne peut pas piquer avec. Il a une plus grande portée, cela dit, et une plus grande puissance, mais du coup ça le rend objectivement plus visible sur des mouvements de slash avec. C'est souvent, mais même à main nue contre un couteau, c'est pareil, c'est qu'on se focalise sur l'individu, alors que c'est sur l'arme qu'il faut se focaliser. Tant qu'il y a une arme dans ses mains, elle est potentiellement dangereuse. La preuve, c'est que là il change de main. C'est un truc que les gens ont tendance à oublier, mais c'est vrai qu'il est en train de se faire étrangler avec le manche du tomahawk. Il fait tomber la lame, et il change de main et il vient piquer l'autre. Et donc c'est pas parce qu'il a bien serré son étranglement, il a complètement oublié le côté. Et puis surtout, quand il a vu la lame partir, qui était quand même devant ses yeux, il n'a pas anticipé le fait que l'autre viendrait la récupérer. Et ça, c'est souvent ce qui se passe même quand on fait des mises en situation d'entraînement. L'autre bloque le bras, à un moment donné il voit plus trop la lame, le mec change de main et il la fait passer dans le dos, il le pique. Voilà, c'est focalisation sur l'arme. Là on est dans un combat qui est quand même, entre parenthèses, plus réaliste que ce qu'on a pu voir jusqu'ici, puisqu'il y a l'aspect très fouillis. Les deux sont déjà blessés, enfin il y en a un, il vient de prendre un coup de tomahawk dans la main, il a perdu des doigts, l'autre il s'est fait slasher au visage et à la jambe, il s'est fait piquer. Tant qu'ils sont encore sous adrénaline, ils peuvent avoir un vrai potentiel. Maintenant, ce qu'ils ne peuvent pas empêcher, c'est de sombrer, et ça dépend vraiment des personnes et de l'état, en état de choc. Le corps les intube de tout plein d'hormones qui leur permettent de tenir le coup. Il mobilise tout ce dont il a besoin pour survivre. Faut pas oublier qu'ils sont en plus dans un environnement qui est froid. Et ce genre de blessures et les blessures de manière générale traumatiques de ce type-là, donc on est quand même sur de l'hémorragie un peu complexe, elles vont amener de l'hypothermie très rapidement. Donc c'est même pas sûr qu'ils survivent à la fin du combat, quoi. Après, c'est The Revenant, il a pris beaucoup plus cher. Voilà, le mec il s'est fait un ours quand même, donc et il a réussi à survivre. Donc je me dis qu'une petite coupure à la jambe, ça va pas lui faire grand mal. Alors c'est intéressant parce qu'on peut voir, je sais pas si c'est fait exprès, mais un des éléments aussi que l'adrénaline va développer sur le corps, c'est les pupilles qui sont complètement toutes petites. Et là, on voit qu'il est vraiment ultra focalisé sur le mec en face. On sent que les deux sont épuisés et que clairement le méchant, enfin Tom Hardy, là, est en train de commencer à subir les effets de ses blessures. Ça veut dire qu'on ressent vraiment que là, il est en perte d'énergie. Et l'autre, il en a plus beaucoup, mais suffisamment. Et donc la détermination, il y en a un qui se laisse un peu aller. Et c'est le début de la fin pour lui, hein. C'est comme ça. Il y a des éléments traumatiques qui vont complètement immobiliser. Là, typiquement, la dernière blessure qu'il prend en prenant le coup de couteau dans le creux poplité, donc l'artère fémorale descendant ici, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit sur une hémorragie bien sale. Et là, pour le coup, pareil, il va avoir du mal à se relever et à réutiliser ses jambes. Particulièrement ces gens-là qui sont trappeurs, c'est des gros rustiques, quoi. Donc les blessures, c'est pas quelque chose, voilà, on a une époque où on pouvait mourir d'une septicémie, c'est des mecs qui ont des résistances immunitaires plus importantes que les nôtres, malgré tout une espérance de vie plus faible, mais en l'occurrence là, c'est pas des petites blessures comme ça. Et on voit que Tom Hardy, c'est un mec qui a été scalpé en plus, déjà, donc il a déjà subi quelque chose de, à mon avis, beaucoup plus douloureux qu'un petit coup de couteau dans la jambe. Il y a un aspect aussi dont on ne tient pas compte dans les scènes là, c'est que c'est le bruit. Au fur et à mesure des tirs, avec l'adrénaline, ils ne le sentiront pas spécialement, mais il y a une vraie déflagration sonore. Il y a quand même pas mal de coups de feu échangés dans un espace un peu confiné, donc ils doivent avoir les oreilles explosées. Quand ils basculent à l'arme de poing à très courte distance, déjà il est très imbriqué, donc c'est un mode de travail qui est particulier, le fait de travailler avec une arme à feu en très courte distance. En fait, ça devient compliqué à utiliser, plus que ce qu'on pourrait penser. C'est quelque chose qui se manifeste assez souvent dans les arts martiaux, c'est quand on a un outil dans la main et qu'on est imbriqué au corps à corps, l'outil, on a du mal à l'utiliser. On est focalisé par son équilibre pour pas se péter la gueule. C'est un peu comme on peut voir en MMA, les gars, des fois ont du mal à faire du ground and pound, c'est-à-dire à taper
aussi facilement que s'ils étaient debout quand ils sont au sol, parce qu'ils sont souvent en déséquilibre, que l'autre les fait bouger, donc ça devient compliqué. Là, on retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire que quand il a une opportunité d'utiliser l'arme à feu, il l'utilise, mais en vrai, on se rend compte que vite que c'est compliqué. Il y a un élément dont on ne parle pas trop, c'est qu'effectivement l'utilisation d'une arme blanche à ces distances-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais la solution qui consiste à bloquer systématiquement, à faire des clés de bras et tout ça, bon, il faut être très objectif. On est à des distances où le délai synaptique pour arriver justement à avoir une réaction qui soit plausible, c'est-à-dire arrêter le coup, sélectionner la bonne technique en temps réel, je parle, devient assez compliqué. Donc en fait, très souvent, ce qu'on peut voir pour des personnes qui vraiment vont gérer une situation avec l'arme blanche, c'est qu'ils viennent s'imbriquer au corps à corps, ils bloquent et immobilisent le bras. C'est pas aussi propre, quoi. C'est pas je bloque le bras, je fais une clé, je lui fais une projection, je passe dans son dos, je tiens l'arme et je le rentre comme on vient de le voir sur la scène là. Parce qu'en vrai, c'est une scène qui va plus ressembler à ce qu'on peut voir, je sais pas, dans le Soldat Ryan par exemple. La scène où ils sont dans l'immeuble en train de se battre avec le couteau. C'est deux personnes qui veulent vivre tous les deux et ça va être très fouillé. Et en plus, s'il s'en sort, normalement il va s'en sortir avec des sacrées blessures, ne serait-ce que des blessures défensives, surtout vu la taille du couteau, quoi. C'est un énorme tantôt. Bon, voilà, mais c'est du cinéma. Alors là c'est intéressant parce que on voit pas souvent ça dans les films. On sent le switch, c'est-à-dire le moment où il a basculé dans la détermination. Malgré tout, on perçoit beaucoup de calme chez lui. On peut clairement identifier chez lui un profil de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce genre de situation. C'est intéressant parce que dans le film, c'est la première scène vraiment où on le voit faire quelque chose. Et tous ces éléments-là, en fait, ils vont occasionner un espèce de ralentissement du temps. Par ralentissement du temps, c'est ce qu'on appelle aussi, ça se manifeste dans le sport aussi, comme on appelle le flow, ou l'état optimal des performances. Donc c'est une espèce d'état de grâce un peu. Alors moi je ne l'ai pas expérimenté, j'ai déjà expérimenté l'impression de pleine conscience dans ce qui est en train de se passer, ce qu'on va voir là. Par contre j'ai étudié pas mal le phénomène sur des gens, notamment un très bon ami à moi à qui ça arrivait assez souvent, où là il a quasiment une sensation de vision à 360 quoi. C'est-à-dire en fait, il est tellement ultra focal sur ce qui est en train de se passer, c'est presque du pilote automatique quoi. Voilà, ça se manifeste malgré lui, c'est pas un état conscient, c'est-à-dire c'est pas une décision volontaire de se dire ok je switch, c'est la situation qui l'amène à ça, précédé très souvent d'un moment assez désagréable où on oscille entre la détermination et on lâche l'affaire, jusqu'au moment où ça bascule et on n'a plus le choix. Et quand il a fermé la porte et fermé, il s'est conditionné d'une certaine manière. Et là, il rentre dans quelque chose qui s'apparente à un flow. On voit plein d'informations qu'on n'aurait peut-être pas vues en temps normal. On a l'impression qu'on est très lucide sur ce qui se passe et que les choses sont plus simples que ce qu'elles pouvaient paraître il y a 2 minutes avant, en fait. Donc là, si on regarde bien sa tête, c'est ça qui est assez bien fait sur le truc, il y a un vrai détachement, il est là sans être là en fait, il déroule son truc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même au début de la scène, quand ça y est, il a fini d'analyser son environnement, il rentre, il sait déjà que c'est celui qui va arriver derrière, qui va venir en premier, puisque c'est le premier qui va être dans la pièce. Et du coup, il réagit quasiment même sans regarder. Et ça déroule son truc. Et là, on voit que justement, il est en train de finaliser ça, voire même, il n'est pas là quoi. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de sidération chez l'ennemi en voyant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un temps, parce qu'eux ne sont pas dans le même état que lui, il y a un temps de traitement. Ils sont à leur avantage, ils sont disposés dans une pièce. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur rentre dedans parce que objectivement, c'est eux les prédateurs le reste du temps. Donc certes, ils sont sur une autre chaîne alimentaire que les principaux humains qu'on peut retrouver sur cette planète, en tant que voris, en tant que mafieux. Mais malgré tout, là, ils sont tombés sur quelqu'un qui est un tout petit peu plus haut dans la chaîne alimentaire, puisque son boulot, c'est de les chasser à la base.
Donc on revient à quelque chose de très animal et l'être humain dans des situations comme ça, il va se retrouver confronté à des choix qui sont des choix primaux au sens primal, qui sont la fuite, si c'est pas possible le combat et éventuellement si c'est pas possible non plus l'inhibition, la soumission. Et en fait c'est rare que les choix se présentent forcément dans cet ordre-là. Des fois on commence par l'envie de fuir. Ensuite, la personne va s'inhiber, puis au bout de l'inhibition, on va se rendre compte que finalement, elle peut quand même faire quelque chose parce que les événements ne sont pas figés dans le temps. Une fenêtre d'opportunité va se présenter et il va se dire non, non, je ne peux pas laisser passer ça. Et finalement, il va vouloir combattre, repasser en inhibition. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on voit totalement la surprise chez les mecs. À partir du moment où celui qui est sur son bureau prend une balle, il comprend ce qui est en train de se passer quand il voit le premier se faire charcuter, quoi. Donc il court pour prendre son arme et c'est là qu'il prend une balle dans la gorge. Et en fait, les autres ont cette espèce de temps de réaction parce que ça passe par un canal d'interprétation pour eux. Il faut qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ils ne sont pas du tout dans le même état que lui. Lui, il est déjà 10 stades au-dessus. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il allait se les faire et il est en mesure de le faire. Il a le temps et il a le talent pour le faire. Donc ça déroule. Et le temps qu'eux prennent en compte ce qui est en train de se passer, ça, on peut le rencontrer assez souvent. C'est-à-dire que c'est un principe de détermination. Je fais souvent cette comparaison en parlant de Joe Pesci dans Casino. Il disait ouais, tu viens t'embrouiller avec lui, tu sors un couteau, il vient avec une batte, tu viens avec une batte, il sort un couteau, tu sors un couteau, il sort un flingue. Il est systématiquement bien au-dessus en termes d'application de violence à la personne qui est en face de lui. Et ça en fait un prédateur, il est ultra dangereux. Alors c'est pas un boxeur, c'est juste un prédateur. Donc là, en plus, on a affaire à un prédateur qui, pour le coup, a le talent, puisqu'il a les techniques aussi qui vont avec. Dans l'histoire, hein, ça reste un film, hein, mais je pense qu'il n'était pas trop mauvais dans son domaine. Là, on voit en fait quelqu'un qui... Alors, il y a un autre truc aussi dont il faut tenir compte, c'est que le personnage de Denzel dans Equalizer, c'est un marginal. C'est-à-dire que c'est un mec, il n'a pas de vie. Donc rien à perdre d'une certaine manière, à part lui-même. Donc ça aussi, ça joue beaucoup parce que c'est des rattachements qui, dans l'instant, peuvent nous amener à prendre des décisions et à nous inhiber aussi en se disant « mais est-ce que j'ai vraiment envie de me faire 3, 4, 5 mafieux russes au risque de me retrouver dans la merde derrière, j'ai une femme, j'ai des enfants ». Lui, il n'a absolument rien à perdre. Donc il ne faut pas sous-estimer la capacité que peut avoir une personne à se marginaliser et à se retrouver seul au pied du mur, comme c'est un peu son cas là. Voilà. C'était Michael Ilouz. J'ai décrypté pour vous des scènes d'action du cinéma pour JQ.